Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Notre invitation est permanente, donc pour cette Noël. Vous qui avez un peu de moyens ou vous qui n'avez pas grand-chose, faites un acte de charité vis-à-vis des enfants qui n'auront rien ce jour-là. Et je voudrais demander au plus jeune, enfin à celui qui vient d'arriver, est-ce que vous pouvez traduire, monsieur Zagor Mukoko Sanda, ce que je viens de dire en lingala, parce que vous parlez très bien lingala étant quinois. Oui, bandeko, tosepeli, tozali awa, bote place bozali, tosepeli, tozana bino, toza awa na monsieur l'abbé, totala ndenge nini tokosola makambo ya bana, oyo ya biso na kati ya libota la biso. Non, ba oyo baza na moi quelque chose, ba yamba bana na Noël. Ba oyo ndenge ezalaka kaka Noël ya fete ya bana, ba oyo baza na eloko, babenga bana bayamba bango, basepelisa bana mokolo ya Noël na bonne année. En fait, nous ne vous demandons pas grand-chose. Le titre de notre émission, c'est Un enfant, une famille. Ça, je crois qu'on peut le faire en guise de charité, ou même de joie de servir quelque chose à quelqu'un qui n'a pas cette chaleur familiale. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Absolument. Je crois que c'est indispensable que nous puissions poser des actes d'amour dans notre vie. Et des actes d'amour, ce sont des actes d'accueil, accueil de l'autre, et particulièrement l'autre en situation difficile, l'autre vulnérable. Voilà, je crois que c'est très important pour marquer non seulement Noël, mais la vie. Carrément. Nous avons commencé par Noël. Et puis, c'est la vie. Monsieur, maître, comment je vais dire, qu'est-ce que vous avez envie de dire en une minute, en guise d'introduction, maître Bagala? En une minute, je dirais que les fêtes nous donnent l'occasion d'expérimenter la foi et l'amour que nous clamons sans jamais mettre en pratique ce qui est écrit et ce que nous proclamons. C'est l'occasion vraiment de faire cet acte de charité, de permettre à ces enfants de revivre une certaine chaleur familiale. Chez nous, ça ne demande pas d'être millionnaire, ça demande juste de les mettre dans les conditions pendant un temps de ce que vivent vos enfants. Très bien. Pendant un temps. Monsieur Zagor Mukoko Sanda, vous êtes gestionnaire d'entreprise sociale et président du Cercle d'études pour la protection de l'enfant et de la famille. Alors, où allons-nous? Parce qu'on peut nous poser des questions. Nous qui voulons recevoir ces enfants, où les trouver? Les enfants qui sont en situation de rue, ils sont dans la rue, ils vivent en groupe. Vous verrez ici à Kinshasa, il y a des endroits que nous appelons les sites, par exemple à la Victoire, au Grand Marché. Il y a où il y a plus d'activités, c'est là où ils sont plus concentrés. Parce qu'eux, ils vivent des petits métiers, là où il y a la population. Ils peuvent jouer le rôle de porteur, faire le gardiennage dans les parkings de véhicules, devant les magasins, dans les places publiques, et vous verrez ces enfants. Oui, mais ceux-là, ils travaillent un tant soit peu. Les enfants de la rue, pour moi, vous me contredirez si j'ai tort, pour moi, les enfants de la rue, ce sont ceux qui se baladent et qui ne travaillent pas. Non, hein? Non. La vie dans la rue, comme ils disent dans leur expression, ils sont ndeke. Parce qu'ils ne sont pas pris en charge par une personne. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, ils sont appelés à travailler. Et ils sont organisés en bande. Leur leader, c'est-à-dire celui-là qui est le plus rusé, le plus fort, qui a beaucoup de potentialité pour créer des activités qui peuvent nourrir le groupe, celui-là, il est là comme le leader. Alors, ils choisissent les métiers selon leur potentialité, au point de vue force physique ou bien intelligence. Mais ceux qui sont dans la rue, cet enfant-là, puisqu'il faut voir leur âge, ceux qui sont dans la rue, les enfants qui sont dans la rue, c'est à partir de 8
jusqu'au-delà là-bas. Ils font quelque chose. Et vous verrez qu'ils sont soit dans le ramassage, soit dans la mendicité, soit dans... les plus jeunes sont plus dans ce qu'on appelle le restaurant de fortune, les Malewa. Et ils sont là dans le restaurant de fortune pour faire... nettoyer les assiettes. Et à la fin, ils se servent avec les restes de la nourriture laissée par les clients, ou bien la maman du restaurant lui donne quelque chose. Monsieur Lebel, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, il y a des enfants en situation de rue qui se débrouillent en fait pour vivre. Il y en a qui volent. Il y en a qui volent pour vivre. Donc, chacun trouve un moyen pour subvenir à ses besoins de base, de subsistance. Oui. Et il y en a qui déambulent, on les voit déambuler, mais en déambulant, c'est pour peut-être certains chercher l'opportunité, l'occasion de subtiliser des choses, mais ils font quelque chose. Oui, alors, monsieur, je suis à vous, maître Magala, tout à l'heure, monsieur Zagor, entre enfants de la rue et Kuluna, très brièvement, il y a une différence? Une très grande différence. L'enfant de la rue, c'est cet enfant qui ne veut pas ou bien ne peut pas rentrer dans sa famille. Il est en rupture totale avec sa famille suite à un conflit. Mais par contre, le Kuluna, c'est un jeune désœuvré qui vit dans la famille, qui vit dans le toit parental. Mais, comme il est désœuvré, il cherche à survivre en utilisant la violence, l'agression contre les passants dans les lieux obscurs avec des armes blanches. Or, l'enfant de la rue n'est pas forcément un voleur. Mais si on lui donne l'occasion de subtiliser quelque chose, il peut subtiliser. Mais au départ, il se débrouille par des petits métiers pour vivre. D'accord. Maître Magala? Oui, c'est important de faire cette différenciation dès le départ parce que les enfants, parmi les enfants de la rue, il y a aussi plusieurs catégories. Il y en a qui sont par choix, parce qu'ils ont fui quelque chose à la maison, les conflits dans les parents. Il y a les enfants qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont plus de famille. C'est comme on prend les victimes de guerre, qui sont là dans les familles, dans la rue parce qu'ils n'ont pas où rentrer, ils n'ont pas où aller. Et ils ne sont pas nécessairement voleurs. Mais ils se retrouvent là par la force des choses. Et puis, il y a les Kuluna, comme vient de dire M. Zagor. Maintenant, il y a un fait au milieu, c'est que tous sont en infraction. Parce que ce sont des vagabonds, d'abord. Vous savez qu'il y a infraction de vagabondage et de mendicité. Ce sont des... Bon, je ne dirais pas infraction, ce sont des manquements. Parce que pour les enfants, on ne dit pas infraction, ce sont des manquements. Qui les mettent en rupture avec... Voilà, en conflit avec la loi. Donc, mendicité et vagabondage. Et au-delà, maintenant, il y en a qui sont en situation de violence, comme les Kuluna, qui sont généralement dans leur parcelle, mais ils se donnent le mot pour aller dans la rue et organiser en bande. Ils font des ravages terribles. Les soucis ici qui nous avaient animés depuis le premier jour, c'était d'établir les responsabilités. Ok, les enfants sont dans la rue. Pourquoi ils sont dans la rue? Parce qu'il est prévu dans la loi qui protège les enfants que quand les parents sont en difficulté, l'État doit leur venir en aide. Quand les parents abandonnent les enfants, les parents sont en infraction. Ils peuvent être punis pour ça. Et enfin, l'État peut prendre en charge les enfants qui sont abandonnés. Et même, il utilise un mot fort pour dire que ce sont des pupilles de l'État. Pupilles, vous connaissez la valeur. Tout à fait. Donc, ça transmet toute l'importance qui doit être donnée à ces enfants-là pour les récupérer. Parce que c'est ça l'avenir du pays. L'avenir ne vient pas seulement des enfants en situation aisée. Il y en a parmi eux, parmi ces enfants de la rue, il y a des génies en devenir. Il y a des artistes en devenir. Mais alors, on ne peut pas les abandonner à leur triste sort et commencer à se plaindre. Non. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que les peu d'organismes de placement qui existent sont privés.
l'État a abandonné les enfants à eux-mêmes. Certes, il y a la loi, mais maintenant, il faut voir est-ce qu'il y a les mesures d'exécution suffisantes pour nous permettre de mettre en pratique cette loi, qui découle d'ailleurs du traité international, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui est universelle. Donc, c'est pour ça que nous pensons que une des meilleures façons de récupérer ces enfants serait déjà de les approcher à l'occasion des fêtes, créer déjà une certaine intimité, les approcher et voir si on peut récupérer ces enfants. Oui, parce que ce que vous dites qu'il y a des génies. Ben, écoutez, il y a des milliardaires aujourd'hui qui n'ont pas terminé l'université et qui, dans leur garage, ont fait des petits trucs. Et puis aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Donc, il y a des gens qui ont un avenir. Et il suffit de leur donner un peu de chance. Et puis, ils vont éclore pour devenir des grands messieurs, monsieur l'abbé. S'il vous plaît, je voudrais rectifier une chose. Oui, très bien. Les enfants, les vagabondages et la mendicité ne sont plus considérés comme un manquement. Depuis qu'on a mis en place, depuis qu'on a édité la loi portant protection de l'enfant. Pourquoi? Parce que la plupart, même vous remarquez la population, tout le monde est dans la rue maintenant. Même les églises, tout le monde est dans la rue, tout le monde est devenu vagabond. Alors, maintenant, si vous arrêtez seulement cet enfant qui est dans la rue, vous l'arrêtez. Moi, je me rappelle, nous, Quinois, à cette époque-là, on arrêtait les mineurs. Quand on suivait, et pompa, le phénomène ne pompe pas. Mais vous, mineurs, avec les cadres, on vous arrête parce que les parents vont vous suivre. Maintenant, si vous arrêtez l'enfant de la rue, parce qu'il fait les vagabondages, qui va les suivre? Alors, cette loi est venue rectifier la loi portant protection, ce qui a été promulgué le 10 janvier 2009, qui dit que le vagabondage n'est pas une infraction. Mais cependant, l'enfant en situation de rue est toujours le pupille de l'État. C'est l'État qui doit s'en occuper. Ce qui est vrai, comme le maître l'a dit, la plupart des structures qui organisent la prise en charge intégrale des enfants, ce sont des structures privées, soit confessionnelles. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, aujourd'hui, on va terminer avec cette émission. Soyons pratiques. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents qui sont prêts à partager ce repas qu'ils auront à la Noël avec les enfants? Où vont-ils les trouver? Bon, la première chose que je voudrais souligner ici, c'est le titre même de notre émission. Notre émission porte comme titre Noël, un enfant, une famille. Une façon de dire que nous invitons les familles à aller chercher les enfants qui sont en situation de rue. Où les trouver? On les trouve dans différents sites comme Zagor vient de les mentionner. On les trouve au rond-point Victoire, on les trouve au grand marché, on les trouve dans les marchés en général, on les trouve devant les grandes surfaces, on les trouve dans des endroits où ils s'occupent, où ils cherchent à vivre. Vous voyez, hein? Mais on ne les trouve pas seulement dans la rue. Ces enfants en situation de rue, en situation difficile, on les trouve aussi dans des centres d'hébergement qui ne sont plus très très nombreux ici à Kinshasa, mais qui existent. Nous citerons par exemple le centre d'hébergement qui est le plus connu, c'est Orper. Orper, c'est œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue. Et vous trouvez ça à Kasavubu, vous trouvez ça à Ngiringiri, vous trouvez ça, oui, à Bumbu. Donc voilà, 3 communes où vous pouvez trouver Orper. À Kasavubu, près de Christ-Roi. Si vous allez à Christ-Roi, on vous indique tout de suite une d'ailleurs, monsieur l'abbé, oui. Cet enfant qui vous a servi de porteur, voilà, qui est sympathique, oui, vous lui dites, tiens, puisque chaque fois que j'arrive ici, tu portes mes affaires,
je t'invite à venir partager notre petit repas. Oui. Donc, on peut les trouver partout où l'on veut. Oui. Et inviter. C'est vrai que pendant les fêtes, on invite les enfants des frères qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais parmi ces frères, si vous pouvez trouver aussi un enfant qui vous a rendu service un jour, ou que vous avez trouvé un peu sympathique, ou qu'on a traité abusivement de sorcier, parce que nous avons dit que traiter un enfant de sorcier est punissable, la loi le prévoit. Et d'ailleurs, il y a trop de sorciers parce que certaines églises de réveil font de l'argent dessus. Donc voilà, les enfants de la rue, pour les trouver vraiment, si vous avez envie d'en trouver un, libre à vous, ils sont un peu... Oui, mais M. Kubambi, pour trouver ces enfants, c'est pas difficile pour les trouver, comme M. Labbé l'a dit, dans les centres d'hébergement, dans la rue, partout dans les grands refuges. Mais la plus grande difficulté, quelle est la perception que nous avons de cet enfant qui est dans la rue? On peut avoir la bonne volonté, mais on est influencé par les préjugés. Comment est-ce que nous percevons cet enfant-là? On les perçoit comment, vous qui avez étudié la question? Bon, généralement... Il y a plusieurs façons de percevoir ces enfants. Nous avons une perception négative de cet enfant, parce que cet enfant qui est dans la rue, qui a été chassé de la famille, la plupart des cas, on les traite de sorciers. Et le message négatif qui est véhiculé, nuit et jour, qu'il y a la sorcellerie. Or, la sorcellerie, c'est un message négatif qui n'est pas pour le développement. Mais puisque vous ne l'avez pas mis à l'épreuve, comment est-ce que vous allez le déclarer sorcier? C'est pourquoi notre culture, nos valeurs là, altruistes, nos valeurs traditionnelles africaines, on doit le remettre encore, on doit encore le mettre au bout du jour. Au bout du jour, les actualiser. Cet enfant qu'on appelle trésor, cet enfant qu'on appelle Glody, gloire à Dieu, comment est-ce qu'il se retrouve? Est-ce qu'un trésor, on peut le jeter dans la rue comme ça? Alors cette perception-là, vous verrez même dans la rue, sur le trottoir, une maman qui vient avec son sac, dès qu'il perçoit un enfant de la rue qui vient au sens opposé, il s'accroche à son sac. Donc il a une idée négative de cet enfant, ce sont des préjugés, des stéréotypes, que cet enfant, il doit être nécessairement un voleur. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je suis dans ce travail depuis 1981 avec le révérend Père Frank Rouland. Et nous avons commencé avec l'abbé Joseph Poudou, qui est ici présent. Mais nous avons, ce n'est pas comme les examens d'État où on réussit à 100%, mais si vous arrivez à récupérer un enfant, au moins 30-40, il y a des gens qui sont maintenant responsables dans ces pays, qui sont passés par cette épreuve. Et que nous avons eu à encadrer. Alors, si nous changeons notre façon de percevoir, voir cette personne-là négative, parce que nous sommes habitués à voir seulement la négativité des choses. Mais si nous sommes positifs, nous pouvons tirer de l'enfer un enfant qui demain pourra aider au développement de ce pays. Vous êtes d'accord, maître? Oui, ça, on peut le faire. Et les statistiques aujourd'hui nous disent qu'il y a à peu près 30 000 enfants dans la rue, à Kinshasa seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas une mer à boire. C'est possible d'en sauver plusieurs. Mais il y a une exigence. M. Zagor a dit tout à l'heure qu'on a un préjugé négatif. C'est normal. C'est normal parce que d'un côté, vous tenez à garder saine l'éducation de vos enfants. De l'autre, vous ne maîtrisez pas trop les attitudes de cet enfant qui vit dans la rue. C'est pour ça que nous avions parlé d'institutions tampons. C'est-à-dire, il faut que de centres d'hébergement, de figures, l'État doit y être pour quelque chose. Ne fût-ce que d'abord un premier pas. C'est-à-dire qu'on sache que quand je vais à tel endroit, je peux récupérer un enfant et après, je peux le ramener quelque part. Que je sois sûr que ça, au moins, c'est son nom. Que je sois sûr qu'au moins,
il ne va pas venir vous voler chez moi ou quoi là. C'est-à-dire que c'est une peur justifiée d'un côté. Mais la peur justifiée ne doit pas nous interdire d'agir. C'est ça le problème. Oh, qu'on dit 30 000 enfants, ok, à Kinshasa. Bon, Kinshasa, ce n'est pas la RDC. Et ailleurs, il y en a combien? C'est ça. Okay. Et dans l'Est de la République? Dans l'Est, là où il y a la guerre, il y en a combien? Parce que là, il y a même des enfants qui ont vu leur scolarité interrompue, parce que du jour au lendemain, les parents ont été tués. Ou voilà. Donc, il faut nécessairement que l'État se retrouve dans cette mission de récupérer ses pupilles. C'est son travail. Personne ne peut le faire à la place de l'État. C'est que les privés font ne sera jamais suffisant parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour agir. Ils font déjà ce qu'ils font et c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut déjà trouver dans ces institutions d'hébergement, on peut trouver une certaine catégorie des enfants qu'on peut approcher. Mais au-delà, il y en a qui veulent adopter les enfants. Il y en a beaucoup qui veulent adopter des enfants. Mais ils doivent être rassurés. Il faut qu'ils se disent, bon voilà, j'ai récupéré une pupille de l'État. Comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle avait un passé? Et puis même demander aux encadreurs, ah, moi, nous, les mathématiques moyennes, ah bon. Et puis vous le récupérez, et puis... Vous aidez l'État. En fait, ceux qui sont dans cette situation, au-delà d'avoir une certaine satisfaction pour la bonne œuvre, il y en a qui veulent adopter, il faut que l'État nous rassure sur ces enfants que nous voulons récupérer en lieu et place de l'État lui-même. Qui est ces institutions tampons qui peuvent déjà servir à nous rassurer tant soit peu sur... Des institutions tampons de l'État. Voilà. Il faut que l'État commence à s'en occuper. On en parle parce que le président de la République a parlé tout à l'heure de Koulouna dans son discours. Donc, bon, on rebondit là-dessus. Monsieur Labert. Ben, je crois que ce que nous venons de dire, là, ce que Maître vient de dire est très, très important. On a l'impression que l'État n'existe plus, que l'État a disparu. Et quand je dis n'existe plus, ça veut dire qu'il a existé à un moment donné. Lors des émissions précédentes, nous avons évoqué l'existence de ces établissements qu'on appelait des établissements d'éducation, de garde des enfants, et GE, établissements de garde des enfants, n'est-ce pas? Et ça a existé ici, nous avons connu, à Makala, il y avait un établissement à Makala. Il y avait un établissement à Mbentsekefuti. Il y avait un établissement à Madimba. C'est ce que moi j'ai connu quand j'étais encore jeune collégien, n'est-ce pas? Et nous avons eu à travailler avec le juge Kopiters à l'époque, qui était le juge des enfants, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons eu l'occasion de vivre l'existence de l'État. C'était avant les exodes rurales, bien entendu. Non, quand nous allions en colonie de vacances avec ces enfants, c'était payé par l'État. Et les établissements-là avaient comme autorité de tutelle le ministère de la Justice, n'est-ce pas? Et puis, il y a le ministère des Affaires sociales qui était impliqué aussi dans ce travail, n'est-ce pas? Donc, il y avait le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales, et quand on allait en colonie de vacances, on recevait tout. On recevait tout. On avait tout ce qu'il fallait pour que pendant 2 semaines, 15 jours, nous soyons, nous les éducateurs, les encadreurs, les entraîneurs, animateurs, nous étions là avec les enfants pendant 15 jours, on mangeait, on était bien. C'était la joie, n'est-ce pas? Et tout cela était pris en charge par l'État. En plus de ça, il y avait le scoutisme, il y avait les guides, il y avait tout un tas de... L'État existait. Et donc quand je dis qu'on a l'impression aujourd'hui que l'État n'existe plus, l'État a disparu, c'est que ces établissements, on ne les voit plus. Ah oui. On ne les voit plus. Vous allez à Madimba, vous voyez le bâtiment qui était construit pour héberger les enfants. Il n'existe plus. Est-ce que vous avez encore cet établissement, cette maison fonctionnelle? Pas été entretenue et tout ça. Monsieur Zagor. Moi, je crois que nous devons rentrer dans le contexte. Oui. Quand vous faites allusion au EG, établissement de garde des enfants, là, ce sont des prisons pour mineurs. Ça dépendait du ministère de la Justice. Les choses ont évolué.
le phénomène enfants de la rue a pris de l'ampleur. C'est un phénomène universel, ce n'est pas seulement pour nous au Congo. Ça a pris de l'ampleur chez nous dans les années 80, après l'époque de la zaïrisation là. Mais l'État existe bien avec des moyens insuffisants. L'État a mis en place des mécanismes de récupération de ces enfants. Quels sont ces mécanismes? D'abord, comme nous avons ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989, c'est créé, 91. Nous avons ratifié aussi la Charte africaine du bien-être de l'enfant. Mais nous avons nos lois nationales. Par exemple, je citerai la loi phare, c'est la loi portant protection de l'enfant. À la place de EG, la loi portant protection de l'enfant parle de centre d'hébergement transitoire. Le centre d'hébergement transitoire, c'est le mécanisme bien défini. La transition d'hébergement, c'est plus ou moins 6 mois. Là, on applique... Ça existe. Ça existe. Le centre... Et ça dépend du ministère de l'environnement... La société civile est là pour appuyer l'État. L'État lui-même n'a pas de centre. Ici à Kinshasa, l'État n'a pas de centre d'hébergement transitoire. Mais c'est... Alors, il met en place le mécanisme. Et ce mécanisme-là... Papa, ça, ce sont des textes, papa. Oui, soyons pratiques. Parce que les textes-là, c'est ça qui garantit le fonctionnement de ce... Il y a des arrêtés qui ont suivi... Oui, comment placer un enfant dans un centre d'hébergement, puisque c'est un enfant d'autrui. Non, nous avons un oui. Alors, il y a des arrêtés, on a créé le tribunal pour enfants, on a créé des mécanismes de protection. Là, au lieu de recentrer le débat, vous nous éloignez du Tessa. Bon, alors cet enfant-là, puisque nous sommes maintenant, nous cherchons à voir... Attention, la Noël, c'est bientôt. Cet enfant-là, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec lui? Le problème qui s'est posé, on n'a pas confiance en cet enfant. Mais quand vous allez dans le centre d'hébergement... Qui n'existe pas, vous venez de le dire. Ça est pour la société civile. L'État traite avec le structure de la société civile. Il y en a beaucoup ici. Je suis du le réseau là, il y a plus ou moins 102 centres qui doivent se conformer au mécanisme de l'État. Ce centre d'hébergement, ils ont le devoir de stabiliser cet enfant qui était errant. Et s'il y a une opportunité, on met en place l'approche qu'on appelle IDMRS, l'identification, la documentation et la médiation et la réunification pour faire le suivi de cet enfant. Cet enfant qui est dans le centre d'hébergement, c'est là où on donne l'occasion que cet enfant rentre en contact avec sa famille ou bien une famille qui peut venir traiter avec cet enfant, avec la documentation et l'appui de l'État. Parce qu'on ne peut pas prendre l'enfant d'autrui, amener chez vous sans l'accord de... Puisque cet enfant, on peut vous taxer de faire le commerce d'enfants. Vous avez pris l'enfant d'autrui. D'accord. Maître... Bon, je crois que mon voisin a abordé beaucoup de choses à la fois qui risquent de perdre les téléspectateurs. Poussons les gens à aller chercher ces enfants dans les centres d'hébergement transitoire. Dans les centres d'hébergement transitoire, on peut les appeler comme ça, on peut les appeler les établissements de garde, on peut les appeler les maisons de placement, quelle que soit la littérature qu'on peut développer, c'est un endroit où on garde les enfants pour leur récupération, quel que soit le nom qu'on peut utiliser. Maintenant, quand on dit qu'il faut que l'État s'implique, la société civile, les privés de bonne volonté, ils travaillent, mais ils servent de toute la documentation qu'ils peuvent développer, ce sont de la matière à soumettre à l'État. Parce qu'il n'y a que l'État qui peut décider de donner une identité à un établissement. Tout à fait. Bon. Ensuite, ces enfants, si on doit les récupérer, ça doit être fait. Il faut des jugements, il faut toute une procédure, ça doit être développé par l'État. C'est-à-dire, nous, la société civile... Pour la civile, récupération définitive, mais pour la Noël. Pour la Noël, c'est plus facile par rapport au centre d'hébergement de venir les prendre là-bas. Parce qu'on sait où on peut les trouver facilement, on sait avoir une identité certaine de ce qu'ils sont, donc ça rassure tout le monde. Et maintenant, c'est le travail qu'on réclame à l'État, c'est d'organiser le secteur pour ne pas le laisser entre les mains de la les gens de société bonne civile. volonté puissent savoir où est-ce qu'on peut les trouver
calmement. Vous savez l'exemple que vous avez donné ici, je trouve un enfant, un porteur qui m'a toujours... ça reste très limité en termes de confiance. Ça reste très limité. Pour la plupart des temps, et c'est là que je vais encore rejoindre Zago, vous avez des enfants qui sont issus des liens de rue entre eux. Vous avez les anciens enfants de la rue qui sont devenus pères dans la rue et qui sont devenus grands-pères dans la rue. Et c'est là que, quand on parlera toujours de mendicité et de vagabondage, parce que ça s'applique même aux adultes. Vous pouvez être un adulte et être vagabond, c'est une infraction. Oui, si quelqu'un se réveille le matin, il est adulte, il se met à fumer du chanvre et il commence à harceler les gens sur la rue, il est vagabond. On doit le punir en fonction. Or, aujourd'hui, nous avons toutes ces trois catégories qui sont dans la rue. Donc, et vous pouvez vous dire, ok, je le trouve, je vais récupérer cet enfant, mais on va vous faire une agression terrible. Vous dites, Aïbi Moana, Aïe. Donc, il faut qu'on développe une procédure par l'État. On dit, voilà, nous voulons aider ces enfants. Comment on s'y prend? Nous voulons que nous sommes un groupe de Rotary Club. On veut que chaque membre accueille un enfant chez lui pour Noël. Comment on fait? Ah non, allez à tel établissement, vous pouvez avoir 100 enfants, donc on va vous donner toutes les coordonnées pour les avoir. Ah, on peut les prendre là et les ramener là-bas. Okay. Parce que si on doit seulement les prendre dans la rue, ça devient compliqué. Vous pouvez les l'amener chez vous et puis ils volent. Vous pouvez l'amener chez vous et puis ils vous agressent. Donc il faut qu'il y ait une procédure en amont qui nous permette de pouvoir agir conséquemment. Merci, maître. On n'est pas là, maître ne nous fait pas reculer un peu. Je lui donne complètement raison. Mais si déjà il nous invite à la méfiance, les gens... À la prudence. À prudence et méfiance ne vont pas, sont pas très loin. Bon. Hein? Ben, vous savez, je reviens un peu sur une expérience que j'ai relatée la fois passée, mais peut-être pas complètement. Là, ce n'était pas Noël, c'était plutôt Pâques. Hein. Je prends des enfants de marché de Matete. Voilà, parce que j'étais curé à Matete, à Saint-Alphonse. Je demande aux jeunes d'aller voir un peu tous ces enfants qui sont au marché, qui sont dans certains sites à Matete, n'est-ce pas? Et de me les amener le samedi saint, n'est-ce pas? Et ils arrivent samedi dans l'après-midi et je les habille, je leur donne l'occasion de se faire propre, n'est-ce pas? Et d'avoir des habits que j'ai pu acheter ici et là. Et, bon, ils étaient tous bien propres, n'est-ce pas? Par rapport à leur tenue habituelle, à leur façon d'être habituelle. Et ces enfants ont assisté à la messe de la nuit, et la veillée pascale, et après la veillée pascale, ben, je les ai reçus, n'est-ce pas, pour partager un verre ensemble, gâteau, biscuits, et tout. Et puis, je leur ai donné un coin pour dormir. Alors, il n'y avait pas un repas chaud, non? Non, juste quelque chose que j'ai pu mettre sous la dent. Eh bien, par la suite, puisque c'est... Où est-ce que ils vont rentrer? Après que je les ai reçus, ils vont aller où après? Ils vont rentrer dans la rue? Ils vont faire quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous leur avons donné une salle où ils pouvaient dormir. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à chaque cas, à chaque enfant, en parlant avec chaque enfant pour connaître d'où il vient, et pourquoi il est dans cette situation. Et les parents, la famille, où est-ce qu'elle se trouve. Et j'ai commencé comme ça à ramener ces enfants, chacun dans sa famille. Et j'ai pu réussir avec quelques-uns. Mais là où je rejoins un peu la préoccupation de maître, c'est que il faut des moyens. Il faut des moyens. Par exemple, un enfant a quitté la maison et se retrouvé dans la rue, tout simplement parce que il y a un certain confort qu'il n'avait pas. Il était mal à l'aise et tout ça.
un truc très banal. Hein. L'enfant, dans la famille, là, n'avait pas de télévision, par exemple. Hein. Et l'enfant est sorti. Hein. Et alors, quand il est rentré dans la nuit, les parents l'ont chassé. Quand je l'ai ramené, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une petite télévision et comme j'avais découvert la maison, j'avais fait disons, le travail en amont. Je suis allé voir un peu la famille, j'ai vérifié ce que l'enfant m'avait raconté et c'était exact. Eh bien, le jour où je ramène l'enfant, eh bien, je le ramène avec une télévision. Et une petite télévision qui ne coûtait pas trop cher, n'est-ce pas? Et l'enfant a été bien accueilli, n'est-ce pas? Et il est resté dans la famille, n'est-ce pas? Et j'ai pu faire cette démarche avec quelques-uns de ces enfants que j'avais recueillis. Et ils sont restés chez moi pendant 6 mois à peu près. Pendant 6 mois. Hein. Et comment est-ce qu'ils mangeaient? Eh bien, je faisais préparer par la cuisinière de la paroisse quelque chose pour les enfants. Pas grand-chose, mais ils avaient au moins quelque chose à mettre sous la dent chaque jour. Très bien. Et ils pouvaient dormir, n'est-ce pas, dans la salle que j'ai apprêtée pour eux. Ils pouvaient dormir là chaque jour, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème pour autant, mais je raconte ça pour dire que on peut prendre un enfant ou des enfants, n'est-ce pas, et leur donner la possibilité de retrouver une vie normale. Voilà. Et progressivement, eh bien, ils découvrent les valeurs de la vie normale qu'ils ont perdues, n'est-ce pas, pendant tout un temps. Que nous-mêmes nous avons perdu aussi. Voilà. Parce que avant un enfant... Comme prêtre, je présente ces enfants à l'église. Et je demande à mes paroissiens, je dis, voilà, nous avons ici des enfants avec qui nous avons passé la fête de Pâques. Eh bien, toutes les familles qui voudraient prendre un enfant ou deux, n'est-ce pas, pour engager la procédure d'adoption qui existe juridiquement, eh bien, ils peuvent, toutes ces familles peuvent le faire. Mais combien j'en ai reçu? Aucune. Aucune. Et c'est là où je dirais, de manière pratique, le travail qui doit se faire, c'est un travail d'abord de formation et d'éducation des familles, des parents, des adultes, pour qu'ils changent leur regard porté sur l'enfant, leur perception de cet enfant dit de la rue, n'est-ce pas? Et que cet enfant soit considéré comme un être humain, n'est-ce pas? Comme un être humain, en situation difficile. Monsieur l'abbé, je vous donne complètement raison. C'est pas parce qu'un enfant a volé qu'il devient le démon. Tous les enfants ont commis de peccadilles. Moi-même aussi. Mais j'ai eu une mère qui m'a aidé à ne plus voler. Je vous l'avais déjà raconté. C'est pas parce qu'un enfant a cassé les, comment je veux dire, les assiettes qu'il est... Non, cet enfant peut être récupéré par tout simplement la pédagogie ou l'amour d'ailleurs. Avec l'amour, on peut, comment je veux dire, on peut déplacer les montagnes. Oui, moi je crois que nous devons voir les choses sous 2 angles. Cette activité ponctuelle que nous voulons organiser, que les familles accueillent les enfants pour la Noël, c'est autre chose. Et cet enfant-là, qui est dans la rue en train de errer, si une famille peut le récupérer, c'est une autre chose. Alors, l'État, bien qu'il n'a pas des infrastructures, il a mis en place des mécanismes pour la sensibilisation, pour le changement de la perception. Il y a ce qu'on appelle la communauté protectrice. C'est-à-dire, dans cette communauté, dans un quartier, il y a des leaders communautaires, il y a l'assistance sociale, à la rigueur, le bourgmestre qui peut venir intervenir. Nous, dans le cadre de notre travail, nous avons fait la sensibilisation sur la convention relative aux droits de l'enfant, sur la loi portant protection de l'enfant. L'enfant d'autrui, on ne peut pas le prendre puisqu'il est dans la rue et vous l'amenez chez lui, tu commences à t'en occuper. Non, il y a toute une procédure que l'État a mis en place. Ça se passe toujours par le tribunal pour enfants. Mais pour le cas ici, de festivités, puisque nous sommes, la majorité dans notre pays, nous sommes des chrétiens. Noël, c'est la fête des enfants. Bonne année, c'est pour les enfants. On peut faire
un appel. Nous connaissons là où nous pouvons prendre les enfants qui sont déjà stabilisés. Ce sont des centres d'hébergement transitoires. Il y en a ici à Kinshasa, il y en a nombreux. Vous venez de redire 2 fois la même chose. Je vous en remercie. C'est une campagne qui vous honore. Maître, nous allons bientôt poser l'avion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, c'est-à-dire que... Est-ce que nous sommes en train de cheminer vers le sujet de notre émission? Tout doucement, oui. Ici, c'est vous savez, sur le plan spirituel, sans être très compliqué, être père ou mère, ce n'est pas seulement les géniteurs. C'est celui qui s'occupe de l'enfant. L'enfant se retrouve en lui. Il devient parent. Sauf qu'il y a une procédure à respecter, justement, pour qu'on l'accueille. Alors, mais comme ceux qui sont en placement sont très peu nombreux par rapport à la grande majorité qui est dans la rue. C'est pour ça que non seulement l'initiative pour Noël est louable et facile à faire, mais aussi il faut continuer. Le problème que nous avons avec... vous savez, la société civile est de bonne foi, mais limitée. Vous savez, par exemple, quand on parle d'un bourgmestre, comme il peut être leader communautaire à un moment, mais aujourd'hui, les bourgmestres ne sont pas payés. C'est-à-dire, malgré toute sa bonne foi, même s'il devait toucher à ses propres moyens, il est limité parce que il n'en a pas les moyens. Il a des taxes quand même. Hein. Enfin, bon. Oui, mais ce sont des taxes préaffectées. Ensuite, si vous prenez ces taxes-là, vous occupez les enfants, il y a des détournements. Parce que ce sont des taxes préaffectées à des dépenses sur... Il faut que, donc j'insiste, je martèle, il faut que l'organisation sociale de l'État existe. Pour faciliter tout ça, même si vous devez rentrer au tribunal, il faut vous arriver, les audiences là ne sont pas payantes. Mais, ok, les juges, à l'époque on avait les juges Manzila aussi, oui, Manzila, qui avaient comme expertise s'occuper des enfants. Tout ça, ce qu'on évitait là n'est pas dire infraction, dire manquement, dire pipi de l'État. Ça reflète l'attention que l'État doit porter sur ces enfants-là. Ok, ce n'est pas seulement les sanctionner. C'est bien, on dit, ok, on prend les Koulouna, on embarque à Kanyamakassis. C'est une très bonne initiative, surtout qu'ils apprennent un métier. Mais ceux qui ne sont pas Koulouna... Maintenant, il semble que c'est le Zoumou. Bon, ça c'est maintenant pour ceux qui sont pris sur les faits. En train, et je te dis, si on exécute la peine de mort, il y en aura suffisamment qui vont passer par là. Peut-être qui se trouvait dans une situation d'accompagnement. Il ne sait pas pourquoi il est là, parce qu'il y a l'anda qui groupe. Donc c'est pour ça que ces procès-là doivent vraiment être faits au cas par cas, parce que sinon on risque de zigouiller même les innocents. Il était là, bon, il dit token, parce que, comme on a dit l'autre fois, il y a une organisation sociale, entre guillemets, dans la rue. Il y a des chefs de bande. Quand il dit on va comme ça, on y va, c'est tout le monde qui y va. Bon, même si... Toi, tu es arrivé hier. tu dis, c'est comme ça que ça se passe, ça devient compliqué. Monsieur Dappé. Ouais, je crois que ce qui est important pour notre émission, et cette dernière, disons, émission sur notre sujet, c'est de comprendre qu'il s'agit ici de sauver les enfants. Et sauver les enfants, et ça doit venir du cœur. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect juridique, il y a organisationnel et tout, mais il y a aussi l'élan du cœur. Et ce à quoi nous voulons inviter les familles pour Noël, c'est à cet élan du cœur qui ouvre les yeux, non les yeux de l'amour. Le regard d'amour qu'on porte sur ces enfants qui sont dans un centre d'hébergement, transitoire, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou qui sont dans la rue, simplement, n'est-ce pas? Eh bien, prendre un enfant, pas le prendre de manière brutale ou quoi, non, mais inviter un enfant à venir passer la fête de Noël, n'est-ce pas? Avec vos enfants. Quitte à ce que cela soit le début d'un processus. Le début d'un processus d'adoption, par exemple. Et ce processus, bon, respectera les normes qui sont établies par l'État et tout, mais
un point de départ, c'est cette opportunité que Noël offre, n'est-ce pas, à tout enfant de pouvoir trouver une famille d'accueil, n'est-ce pas? Et là, moi, je le dis, ce n'est pas uniquement pour les familles dites chrétiennes, parce que la fête de Noël est devenue une fête universelle, hein, qui n'est pas seulement la fête des chrétiens. Et donc, non, mais c'est vrai, non. Juste, à moi, je me trompe. C'est une fête universelle. Oui, une fête universelle. Et donc, pour moi, personnellement, cette émission avait comme objectif d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir tout être humain, n'est-ce pas, parents, à accueillir et à inviter les enfants qui sont en situation de rue. Et cet enfant-là, comme j'ai donné l'exemple de parler de comment un enfant va t'appeler papa et tout ça, eh bien, l'enfant que j'ai accueilli, c'était pas à Noël, mais c'était en dehors de Noël, parce que ce que nous... Il commence à t'appeler papa. Il a commencé à m'appeler papa, hein, et j'étais bien heureux, hein, d'avoir un enfant, hein, qui m'appelle papa, hein, et je l'ai formé, éduqué, je lui ai trouvé une famille qu'il a accueillie, qu'il a adoptée, et finalement, cet enfant a grandi jusqu'à se marier. Très bien. Monsieur Zagor, vous qui êtes là depuis 81, ça fait longtemps, est-ce que vous êtes... vous pouvez nous dire s'il y a des enfants qui étaient en difficulté avec la société, qui sont tirés et qui sont devenus des gens fréquentables ou des gens tout à fait ordinaires? Le fait d'aller dans la rue... Non, je vous dis, est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Et moi, je leur dis, ceux qui sont déjà... Puisqu'on a besoin des modèles. Je leur ai dit, je donne l'exemple de la Bible. Moi, j'ai dit, Jésus avait 12 apôtres. Mais l'apôtre le plus célèbre, c'était Paul, qui n'était pas avec Jésus parce que sa façon d'annoncer l'évangile était différente des autres. Lui parlait de sa propre expérience. Et vous aussi, parlez de votre propre expérience. Et j'ai des jeunes qui sont maintenant mariés, pères de famille, mais nous avons toujours ces liens-là. Moi-même, dans ma famille, j'ai amené des enfants. Et quand je les rencontre, ils viennent, ils m'appellent papa. Donc, je suis avec eux. Je peux citer toujours, quand j'organise mes activités, ils viennent, ils se pointent comme témoignage. Et ils sont là, ils sont nombreux. Ces enfants qui sont dans leur... Il y en a pas qui ont vraiment émergé. Je ne dis pas qu'on cite les noms. Il n'y a pas qui ont émergé. J'ai des médecins. J'ai des médecins. J'ai quelqu'un qui est au Sénat, conseiller d'un sénateur là-bas. J'ai moi, j'ai un ami qui est juriste, comme toi, et qui est très très bien. Hein. Oui. Enfin, celui-même qui m'a parlé de sa vie. Et je leur dis toujours que je ne vous vois pas, mais je vois mes petits-enfants, vos enfants. Ne faites pas vivre le calvaire que vous avez vécu, vous, dans votre jeunesse, à vos enfants. Donc, nous, quand on était là avec le Père Franck, puisque nous avons commencé très jeunes dans le Bilingué à Mouinda, et avec le Père Franck, que nous prenons comme papa aussi, quand vous voulez vous marier, vous allez lui présenter, il vous fait les analyses, tout ça. Et moi aussi, je l'ai fait. Vous voulez vous marier avec qui, tout ça. Et il m'écoute. Et jusque-là, il m'écoute. Mais il y a une chose que je retiens, et je dis aux gens, moi, j'irai au paradis. Pourquoi? Je veux me conformer aux Bibles. Dieu a dit, il est fidèle. Le peu que je fais pour ses enfants. Parfois, j'ai un exemple. Moi, j'ai un enfant maintenant qui est maintenant avocat. Quand il était en 5e primaire, il a amené un devoir de PPCM, PGCD à la maison. Je ne savais pas, je savais donner la réponse, mais la procédure, je ne savais pas. Pour lui, c'était PPCD, c'est quoi? Plus petit quand même multiple. Oui. Alors, il me dit, papa, toi, tu as fait le peine. Comment est-ce que toi, tu n'arrives pas à faire cet exercice de l'école primaire? Moi, j'ai dit, tu sais à quelle année moi j'ai fait l'école primaire? C'est pas une raison. Alors, mais on est plus avec ces enfants, ce qu'on fait avec ces enfants dans les centres d'hébergement, c'est pas seulement dans les... Je vais rectifier un peu. Les enfants ne sont pas seulement dans les centres d'hébergement. Il y a des équipes mobiles. Il y a des gens qui travaillent dans la rue, qui connaissent où trouver ces enfants pour les stabiliser. Et l'État les paye? Non, c'est la société civile. Jusque-là, c'est la société... L'État, encore une fois, il faut l'interpeller. L'État a mis en place la... Très bien.
Oui. Un souci, c'est qu'aujourd'hui, la fête de Noël est devenue une fête de dépenses. C'est devenu une fête économique. Il y a chocolat, il faut des cadeaux, il faut les sapins, il faut... Tout ça fait que les gens dépensent beaucoup. Alors, c'est ça l'appel de M. l'abbé. C'est-à-dire, dans cet élan de cœur-là, gardez un peu pour ses enfants aussi. Parce que vous allez acheter les habits, vous allez acheter du chocolat, vous allez vous faire des cadeaux, vous allez... C'est bien. Champagne, Oui, whisky. mais à côté, pensez aussi à ceux qui ne peuvent pas se le permettre. C'est-à-dire que ça va les marquer et ça va leur donner envie de revenir vers une famille. C'est pour ça que nous insistons sur cet aspect-là d'un enfant, une famille à Noël. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cet attrait-là venant de ceux qui retrouvent des valeurs familiales. En une journée, il se dit, tiens, pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi ou pourquoi je ne peux pas intégrer une famille comme ça. La chaleur familiale, c'est beau. Voilà, qu'il découvre quelque chose d'autre que la violence de la rue. Voilà, c'est ça le souci. S'il vous plaît, si vous pouvez m'accorder la parole, une expérience, cet enfant dont je fais allusion, c'est un jeune maintenant, qui est au Sénat maintenant. Quand je l'ai reçu, il avait 8-9 ans. Il a donné une fausse identité. Pendant les fêtes de bonne année comme ça, avec le père Franck, ceux qui étaient en contact avec leur famille rentraient dans leur famille. Et lui n'avait pas de famille. Alors sa famille, c'était moi. Moi, j'ai dit comme... Il a donné une fausse identité. Une fausse identité. Quand est-ce que vous avez retrouvé? Il cherchait à effacer son passé. Oh là là. Alors, tout le monde était parti. Moi, j'ai dit, attends que je termine le travail, comme ça, on va aller à la maison. En rentrant à la maison, en cours de route, il m'a dit, vieux, mes parents sont à Kananga. Alors, cet aspect, cet élan-là, quand il a vu les autres rentrer dans la famille, il a eu goût de rentrer dans sa famille. C'est pourquoi. Et cette famille-là, c'est la vôtre. Non, moi, c'était comme une famille d'accueil qui ne voulait pas dire son nom, puisque je suis son parrain aussi. Alors, ça s'est terminé comment? Alors, quand on faisait... Il reste une minute. Oui, on faisait un entretien, je suis entré en profondeur, et après, il y a une famille là voisine dont les parents étaient à Kananga, on a pris contact, et cette maman-là a pris contact avec sa famille là-bas à Kananga, on a fait la réunification familiale. Et cet enfant, maintenant, il est grand responsable. Si tu le vois, comme tout enfant, Moulouba, Pembe, costaud, là, tout le monde. Ah, ça a failli me créer des problèmes dans mon foyer. Cet enfant qui appelle Zagor, papa, papa, comme ça, c'est pas un enfant qu'il a eu ailleurs. Heureusement que ma femme connaissait ce que je faisais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça s'est terminé par cette image extraordinaire de ce jeune de Kananga, beau, clair, comme ils ont l'habitude de l'être. Eh ben, si vous pouvez en avoir un autre. Alors, je vais quand même m'adresser à ceux qui suivent aussi l'émission à Lubumbashi. Lubumbashi, tu n'as pas fait ma fête à Ville. J'ai trouvé que mchele ma fête à Ville, tu n'as pas mama na pika mchele mingi na manyama na mankuku. Mon état qu'on a balé bacho kanani, on a coulé ensemble. Mungu na waza takuwajia kushukuya shikuta kwa kule yulu. Amen, monsieur l'abbé. Voilà. Non, mais c'est vrai, ce jour-là, faites quelque chose, donnez quelque chose. Si vous ne pouvez pas l'accueillir à la maison, faites quelque chose, l'élan du cœur, et Dieu vous en sera gré. Tosi sana lingala, tata, mama, fungula motema, yamba mwana, oya zangi, babuti, oya zana nzela, oya azana balabala. Yambaye kubanga te pambate Yesu yewana yamba Yesu yewana okoluka Yesu na crèche okoluka Yesu na ndaka nzambe okoluka Yesu soki na nini na prière boete Yesu aza pembeni na yowana mwana ya balabala Yesu yewana yambaye pe okoyamba Yesu. Comment on dit encore? Voilà, cette émission est terminée. C'est avec beaucoup de joie que nous vous avons présenté cette émission pour que vous puissiez faire quelque chose. Si vous n'avez rien à partager, partagez le sourire. Mais si vous avez quelque chose à partager, surtout si vous l'avez pris
dans la caisse de l'État. Pourquoi? Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Dans 15 jours, on verra si on pourra être en mesure, mais cette émission va continuer parce qu'elle est valable aussi pour la bonne année. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous. Merci.